Bonjour tout le monde, merci à toutes et à tous pour votre présence. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant qui s'intitule Tendances et défis pour des systèmes alimentaires régionaux plus durables au Québec, l'exemple de la Mauricie. Donc vous êtes aujourd'hui au Midi Causerie de l'Institut EDS. Je me nomme Edem Betoglo, je suis le chargé de communication de l'Institut. Alors, les midi-causeries de l'Institut EDS sont une occasion de mettre en valeur en fait les projets des membres de l'Institut concernant le développement durable. Et ces projets ont un impact positif dans nos communautés, favorisent l'atteinte d'un ou de plusieurs des 17 objectifs de développement durable. Les midi-causeries de l'Institut sont également l'occasion parfaite pour vous de vous informer, de vous engager et de contribuer à construire un monde meilleur pour tous. Je vous informe que ce midi-causerie est enregistré et sera rendu disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut EDS. Je vous présente notre présentatrice, Madame Laurence Guillaumy, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, au programme de santé publique communautaire. Elle est chercheure régulière au Centre de recherche Nutrice, INAF, et au Centre de recherche du CHU de Québec. Elle est également membre chercheur régulière de l'Institut EDS. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, mais je vous informe qu'il y aura une période de questions et réponses à la fin de la présentation de Madame Laurence. Laurence, tu as la parole. Merci beaucoup, Eden. Ben, bonjour tout le monde, puis merci aussi pour votre temps, hein. Il y a beaucoup de webinaires qui sont donnés le midi, donc je vous remercie très, très chaleureusement du temps et de votre intérêt. Alors, ben, aujourd'hui, on est là pour que je vous présente le projet COSAM, Coalition pour le système alimentaire de la Mauricie. Juste pour vous mettre un petit peu en contexte, donc moi, mon champ d'intérêt ou mon sujet d'étude, c'est l'étude de la transition socio-écologique et des systèmes alimentaires territoriaux. Et tous mes projets de recherche se déroulent exclusivement en Mauricie. Je suis aussi nouvellement, c'est très récent, responsable du chantier SAT, Systèmes alimentaires territoriaux du pôle agroalimentaire, du pôle bioalimentaire, pardon, financé par le FQRNT. Et puis, si à la suite de la présentation, vous avez des questions, des nuances ou il y a des sujets que vous aimeriez partager ou des préoccupations que vous aimeriez partager, je vous invite à m'écrire à mon courriel. On est très disponible. Ça nous fera très, très plaisir d'échanger avec vous. Également, dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage au peuple Atikamekw. Pour nous, c'était très important de le préciser. Au nord de la Mauricie, il y a deux communautés Atikamekw. On a initié des démarches avec les communautés de Obedjouan et puis de Wemontashi. Aujourd'hui, je vous présente les résultats de la consultation régionale qu'on a menée en Mauricie sur le système alimentaire. Mais je voulais vous préciser qu'on a des démarches en parallèle avec ces deux communautés, véritablement pour s'inscrire, en tout cas bien humblement et du mieux qu'on le peut, dans une perspective décoloniale et puis vraiment au plus près des projets qui sont signifiants par les communautés et puis vraiment en se mettant à leur service s'ils ont le souhait de travailler avec nous. Pour le projet COSAM, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un financement public du Conseil de recherche en sciences humaines et il avait deux volets. Mener une consultation régionale pour dégager les tendances, les enjeux du système alimentaire de la Mauricie et puis apporter notre soutien à des projets ciblés. Ce qu'on entend par projet ciblé, c'est différentes thématiques finalement qui peuvent être des préoccupations pour les parties prenantes ou les décideurs impliqués dans le système alimentaire de la Mauricie. Puis la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des recensions des écrits un petit peu pour dresser un portrait des connaissances disponibles et des meilleures pratiques sur ces différentes thématiques d'intérêt pour les acteurs. Donc là, ben, je vous ai mis tout dans une même liste, mais on s'est intéressé aux modalités pratiques et concrètes de gouvernance des systèmes alimentaires territoriaux, notamment à une échelle régionale. On s'est intéressé aussi au changement climatique et les SAT, donc comment les SAT peuvent contribuer au changement climatique, puis voir c'est quoi les données disponibles sur spécifiquement les contributions des SAT sur ces enjeux-là. On a fait par exemple aussi une recension des écrits sur la souveraineté alimentaire des communautés autochtones, véritablement pour bien en comprendre les concepts, les théories, puis les enjeux. Et puis également, on s'est intéressé au comment les savoirs autochtones peuvent contribuer finalement à la transition du système alimentaire de la Mauricie. Donc, je ne vais pas vous détailler ces différents projets, mais ça vous donne une idée de un des volets du projet de COSAM, c'était de faire des recensions des écrits sur différents sujets qui peuvent être des préoccupations pour les parties prenantes engagées
en Mauricie. Donc, à titre d'exemple, par exemple, on est encore en train de faire un projet sur l'adaptation au changement climatique, puis on a identifié un certain nombre de stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, et on a vraiment colligé les preuves qu'on avait à notre disposition pour identifier les stratégies les plus prometteuses à mettre en place. Puis, dans un projet antérieur, ou vraiment au tout début du projet COSAM, on avait déjà, par exemple, fait une recension des écrits sur l'alimentation végétale, qui est une des principales stratégies d'atténuation des changements climatiques, que l'on aime la viande ou non, ce constat-là est là quand même. Puis, par exemple, on avait fait une recension des stratégies qui peuvent être mises en place le plus facilement pour promouvoir l'alimentation végétale. Et puis, l'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'était les remerciements, notamment les partenaires et les participants de la Mauricie. Puis, j'ai vu qu'il y avait Marianne Dion ici. Il y a quelques années, je suis allée voir Marianne Dussus et je lui ai dit, ah, j'aimerais faire une cohorte sur l'alimentation en Mauricie. Et elle m'a dit, ah, nous, je pense que réfléchir sur un SAT en Mauricie, ça nous intéresserait davantage. Puis voici où on est quelques années. Alors, Marianne est là, j'en profite pour la remercier. Et puis vraiment toutes les personnes qui prennent le temps de nous informer, de nous nourrir. Je vois plusieurs personnes qui sont là aujourd'hui. Et donc, je voulais absolument vous remercier. Puis remercier aussi les participants à cette consultation régionale en Mauricie qui a réuni 137 personnes. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous ont aidés à organiser cette consultation. Alors vraiment, on les remercie. Évidemment, les étudiants et les étudiantes ont un rôle indispensable, les professionnels de recherche et les chercheurs. C'est souvent moi que vous voyez, mais derrière, il y a toutes sortes de chercheurs de différents secteurs, en agroéconomie, en agriculture, en développement durable, en sciences politiques, en médecine, en nutrition, qui réfléchissent avec moi sur ce projet. Puis évidemment, les centres de recherche qui sont là pour soutenir nos activités et qui sont également indispensables. Pour mettre le contexte, juste revenir sur ce que c'est que la définition d'un système alimentaire territorial. Moi, j'adore ça, je baigne là-dedans tous les jours, mais tout le monde n'est pas nécessairement familier avec ça. Donc, un SAT, c'est quand un territoire local, donc ça peut être à l'échelle d'un quartier, d'une municipalité, d'une MRC ou d'une région. C'est lorsque sur un territoire local, l'ensemble des acteurs et actrices concernés par l'alimentation et l'agriculture décident de se mobiliser collectivement pour travailler ensemble et se coordonner. Donc, au Québec, il y a plusieurs organisations comme le Forum SAT, comme Vivre en Ville, comme le TIES ou les STIR SHV, qui apportent leur soutien justement pour que les personnes et les régions qui s'engagent dans ces projets-là soient accompagnées. Puis évidemment, il y a plusieurs initiatives de SAT dans différentes régions du Québec qui sont comme des modèles ou des fleurons dont on est très fiers, comme Laboré ou le Conseil SAM à Montréal. Laboré étant au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Alors maintenant, les visées d'un SAT, chaque SAT va se donner un petit peu ses propres visées, va les nommer et les mettre à sa sauce, mais de façon générale, un SAT vise à contribuer à la sécurité alimentaire, au bien-être, c'est-à-dire que toutes et tous puissent s'alimenter sainement et avoir du plaisir en lien avec l'alimentation. C'est de œuvrer sur les changements climatiques et les enjeux environnementaux. C'est de soutenir le développement économique local, agricole et agroalimentaire et aussi l'autonomie alimentaire. C'est de se préoccuper de tous les enjeux de justice, inclusion et souveraineté alimentaire autochtone. Et puis évidemment, les SAT s'intéressent à la gouvernance, donc comment coordonner de façon optimale tous les acteurs et actrices pour atteindre ces différentes visées. Puis les SAT et la transition socio-écologique, les SAT contribuent à accélérer la transition socio-écologique. Il y a de nombreuses données là-dessus, en raison de leur approche intersectorielle et de leur raison, de leur approche systémique. Ils œuvrent en parallèle avec d'autres systèmes. Hein. C'est comme s'il y a le système de l'alimentation, les SAT, hein, qui se coordonnent à l'échelle régionale sur ces enjeux-là, mais il y a aussi d'autres systèmes qui sont là en parallèle. Donc, il y a comme des systèmes qui s'organisent à l'échelle régionale pour travailler sur les enjeux de pauvreté, les enjeux de logement actuellement qui étaient très préoccupants. Puis évidemment, pour les écoles et la réussite scolaire, il y a comme un autre système qui va se mettre en place. Bref, tout ce qui est en lien avec le développement durable ou les 17 objectifs du développement durable que je vous ai mis sur la droite, qui sont comme un peu les 17 domaines dans lesquels il faut s'investir pour la durabilité, eh bien, ça donne lieu à différents systèmes et qui doivent aussi à chacun agir dans leur domaine en interdisciplinarité, mais aussi s'arrimer les uns les autres. Tout ça pour dire que les SAT, les systèmes alimentaires territoriaux, ont été identifiés comme pouvant contribuer à la transition socio-écologique.
Puis la transition, ben, c'est un processus complexe et de longue durée, donnant lieu à des changements fondamentaux dans les structures, pratiques, technologies, politiques et normes culturelles pour tendre vers la durabilité. Donc, c'était important aussi de replacer le SAT en lien avec les enjeux de transition socio-écologique et des différents systèmes aussi qui entourent cela. Et en Mauricie, bah, il y a un fort intérêt pour les enjeux de l'alimentation et agroalimentaire en général. En Mauricie, au cours des 10 dernières années, bah, il y a eu de très nombreuses initiatives qui ont été menées. Je ne vais pas vous les détailler, les décliner. Il y en a énormément, bien évidemment. Suite à la pandémie, il y a eu une intensification de plusieurs préoccupations, l'autonomie alimentaire, la hausse des prix, la pénurie de main-d'œuvre, les changements climatiques. Et donc, ça a donné lieu à cette consultation régionale dans le cadre du projet COSAM et qui visait à mettre à jour les enjeux et les défis rencontrés dans le système alimentaire mauricien. Donc, plus concrètement, nous, notre objectif, c'est d'établir un portrait des enjeux rencontrés par les parties prenantes du système alimentaire de la Mauricie et dégager des recommandations. Et puis, plus spécifiquement, on a regardé les défis qui étaient vécus par les parties prenantes du système alimentaire, quelle était leur vision d'avenir et quels étaient, selon ces personnes, les principaux leviers à mobiliser et quelles étaient leurs principales recommandations pour faire face à ces défis. La méthodologie, on a utilisé une démarche qualitative avec des entretiens de groupe et des entretiens individuels. On a utilisé l'approche de la théorie ancrée, c'est-à-dire c'est vraiment une approche qui est très émergente, inductive, c'est-à-dire qu'on essaye de partir avec le moins d'a priori possible, et c'est vraiment au fur et à mesure des entretiens qu'on essaye de développer une compréhension fine de notre phénomène, et c'est l'approche qu'on avait choisie. On a fait notre recrutement de septembre à juin 2023. Et puis, on avait 3 catégories de parties prenantes qui étaient ciblées. Donc, les gestionnaires d'organisations publiques et communautaires, des citoyens et des citoyennes donc, vivant en situation de vulnérabilité, mais aussi des citoyens qui s'étaient démarqués pour un intérêt pour les enjeux sociaux et environnementaux liés à l'alimentation et l'agriculture sur le territoire. Et puis, on a rencontré également des entrepreneurs et leurs représentants. Euh, on a abordé 6 thèmes dans les entretiens que vous pouvez voir déclinés ici. C'est des thèmes qui étaient assez généraux et qui pouvaient être abordés véritablement avec l'ensemble de ces divers types de parties prenantes. Et puis, on a fait vraiment une analyse inductive, émergente, pour voir quelles étaient justement ces préoccupations. Puis, cette approche-là, très large, très ouverte, elle se prêtait très bien en fait que c'était comme une première étude du territoire. Puis, on voulait pas, on voulait véritablement entendre la parole des personnes qu'on rencontrait et leurs perceptions et leurs préoccupations. Les participants, on a rencontré 56 personnes qui étaient gestionnaires d'organisations publiques et communautaires, des citoyens et des citoyennes, puis des entrepreneurs et leurs représentants. Les entrepreneurs et leurs représentants, c'était principalement des très petites entreprises. C'est important à préciser. Donc, ça fait beaucoup de monde, 137 personnes, mais il faut vraiment quand même le prendre avec des nuances. 137, un système alimentaire régional, c'est très complexe, c'est beaucoup d'interlocuteurs. Et c'est pas tout le monde qui a été rencontré. Il y a par exemple justement les plus grandes entreprises agroalimentaires et agricoles de la Mauricie n'ont pas nécessairement été rencontrées. Les acteurs des services sociaux, éducatifs et de santé auraient pu être davantage rencontrés. Il y a différents types d'acteurs comme ça aussi. Les personnes engagées avec les personnes racisées et les populations immigrantes aussi auraient pu être davantage rencontrées. Bref, donc il y a beaucoup de monde, mais c'est pas tout le monde. Donc c'était aussi un élément qui était important de rapporter. Néanmoins, à partir de là, on a pu dégager 23 grands enjeux ou constats et 12 priorités. Le rapport les présente en détail avec véritablement les citations et puis des explications vraiment de façon détaillée. Là, juste pour la durée et le bénéfice de la compréhension, je vais présenter les 12 priorités qu'on a pu observer sur le terrain et qui se déclinaient au plan entrepreneurial, de la sécurité alimentaire et du social, au plan environnemental et au plan de la gouvernance. Le premier constat, c'est la question de la gouvernance et la question de la coordination. Nous, ce qu'on a vu, c'est que il y a le besoin d'avoir à la fois une initiative de planification, coordination du SAT à l'échelle régionale, mais en complément, il faut que celle-ci soit arrimée et au service des initiatives de planification et coordination de SAT à l'échelle des villes MRC. Puis là, ce qu'on voyait, c'est que oui, il y avait quand même des initiatives qui étaient en place, mais qui avaient besoin que cette architecture-là soit plus robuste.
L'autre élément qu'on a vu, c'est qu'il y avait besoin vraiment de désigner des personnes responsables et disponibles pour ces différentes initiatives à ces différents paliers, ce qui n'était pas toujours le cas, ce qu'on a pu voir. Évidemment, ce n'est pas nos propos, c'était ce qu'on a pu voir tirer des entretiens. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que c'était très important qu'il y ait des mécanismes performants pour le développement et l'implantation de projets, c'est-à-dire que ces groupes de coordination, de concertation aient des moyens pour développer des projets. Ça, c'était aussi quelque chose qui était souvent ressorti. Et un autre élément qui était ressorti, c'était la surcharge des agents au niveau des villes MRC, notamment l'écart entre le nombre d'agents et d'agents de développement, enfin, selon leurs différents statuts, et puis le nombre de projets qu'ils avaient à gérer. Donc l'éclatement des préoccupations, on avait vu que c'était quand même un élément qui était préoccupant. Toujours en plan de la gouvernance et de l'efficacité du système alimentaire à l'échelle régionale, ce qui a été nommé par les personnes, encore pas de nous, mais par les personnes, c'était le souhait d'une vision unifiée pour coordonner les efforts à l'échelle de la région. Et les personnes reconnaissaient que pour un impact collectif, il y aurait besoin d'une infrastructure renforcée, donc plan d'action, action concrète, système d'évaluation commun, communication constante et que pour les acteurs, là, c'était vraiment l'idée d'une vision commune qui serait perçue comme une première étape. L'autre chose, c'était de promouvoir promouvoir et accompagner les initiatives citoyennes. Ça aussi, c'était ressorti comme une priorité, autant par les citoyens que les gestionnaires d'organismes communautaires ou des responsables d'organisations publiques à différents paliers municipaux ou MRC. Besoin de ressources dédiées aux initiatives citoyennes dans les villes MRC, besoin de clarifier les modalités de financement des initiatives citoyennes. C'était revenu souvent comme étant un enjeu. Et puis soutenir la participation des jeunes, des populations vulnérables et promouvoir le bénévolat. Ça, c'était ressorti de façon transversale comme étant vraiment des dossiers sur lesquels il était important d'œuvrer. Ensuite, pour les organismes d'aide alimentaire, là, c'était vraiment ressorti de façon claire dans les entretiens, le besoin d'assurer la couverture des besoins de base et un continuum d'activités d'aide alimentaire pour les personnes les plus vulnérables. Les différents acteurs qu'on a rencontrés, autant des usagers de ces services alimentaires que des personnes qui sont impliquées dans la coordination des organismes d'aide alimentaire, disaient que post-pandémie, il y a eu une augmentation des demandes, vous écoutez les médias, etc., vous savez déjà tout ça, et que les organismes avaient vraiment des difficultés pour répondre aux besoins, puis plusieurs personnes, alors après, il faudrait comparer avec d'autres données, mais plusieurs personnes nous disaient qu'il y avait une diminution par deux des denrées distribuées par personne au moment des entretiens. Là, on est à peu près un an après les entretiens, donc les choses ont pu changer également. Les personnes qui sont des usagers de ces services-là d'aide alimentaire sont des personnes qui vivent avec des faibles revenus et pour la plupart n'ont pas d'auto. Donc, la question de l'accès aux épiceries, aux services de transport vers les commerces d'alimentation à bas coût, c'était un élément très important. Ou le fait de s'assurer que les épiceries de proximité répondre aux besoins de ces populations-là était aussi une possibilité. Le manque d'employés et de bénévoles, parce que les organismes avaient une très bonne vision de leurs priorités, des choses qu'il faudrait faire, mais c'était vraiment le manque d'employés et de bénévoles qui les limitait. Puis, pour les usagers, il y avait aussi un souhait de services diversifiés, notamment l'accès à des plats préparés à bas coût, des plats préparés et sains à bas coût, et aussi l'accès à des activités, notamment, par exemple, de cuisine collective pour avoir des repas. Un autre élément qui est ressorti sur le plan de la sécurité alimentaire ou de l'équité et du bien-être, c'était enrichir l'offre d'activités familiales et communautaires. Donc ça, c'est des activités qui ont des bénéfices transversaux, que ce soit en termes de rompre l'isolement, parce qu'il y a quand même une forte population âgée et qui peut être isolée ou qui vit seule en Mauricie. Donc, ça contribue à la vie communautaire, au développement de compétences, à la littératie alimentaire, à l'accès à une alimentation saine et locale. Donc, c'est vraiment des activités qui sont connues pour avoir des bénéfices transversaux. Donc, il y avait vraiment de l'intérêt, autant pour les différents pays de gouvernement, les organismes communautaires et puis pour les citoyens, d'avoir accès à davantage d'activités agricoles, pédagogiques, culinaires, en particulier en période hivernale. C'était un élément qui était également ressorti. Et puis, il y avait les responsables ou les potentiels porteurs de ces projets, eux, rapportaient avoir des difficultés d'accès à des financements à la mission plutôt qu'à des financements par projet.
et que ça, c'était comme un poids supplémentaire pour eux dans leur démarche. Et puis aussi, ils rapportaient la question de la pénurie d'employés qui était aussi quelque chose qui limitait leurs activités. Renforcer les programmes offerts dans les écoles, on sait que ça fait partie des dossiers, évidemment, des préoccupations à l'échelle de la province, puis aussi à l'échelle du Canada, hein, de renforcer les programmes liés à l'alimentation dans les écoles. Il y a beaucoup de programmes fleurons en Mauricie qui sont déjà en place, mais ce qu'il y avait dans les entretiens, c'était un très fort soutien des participants, mais toutes les gammes de participants, autant les entrepreneurs, les citoyens, les citoyennes, même toutes les responsables d'organismes communautaires ou d'organisations publiques. Il y avait vraiment tous les acteurs se sont prononcés sur ce sujet-là. Donc, de déployer, de mettre à l'échelle toutes ces initiatives qui fonctionnent déjà très bien en Mauricie dans les écoles. Et puis également, il y avait un accent, mais ça, on sait que ça fait partie des préoccupations à l'échelle du Québec. C'était vraiment l'accent sur la distribution, préparation de collations et de lunch dans les écoles pour la sécurité alimentaire des enfants. Et donc, ça, c'était aussi ressorti comme une priorité dans notre étude. Au plan entrepreneurial, trois priorités se sont dégagées. Une logistique efficace pour la distribution des produits régionaux. Ça, c'était ressorti comme étant un nœud pour la Mauricie, mais c'est un nœud pour tout le Québec, pour tous les territoires ruraux ou semi-ruraux. Toutes les régions rurales ou semi-rurales du Québec sont confrontées par cet enjeu-là. Donc, c'est important d'assurer de façon efficace la distribution des produits régionaux, permettant les achats en petits volumes et les livraisons. Donc, ça facilite par la suite l'approvisionnement pour les institutions, les restaurants, les services traiteurs, les épiceries. Donc, ça, c'est vraiment un nœud et un levier. C'est sûr que ça requiert des investissements, il y a des enjeux de volume. Plusieurs recommandations ont été faites. Là, on a une étudiante, Laurence Palin, qui va travailler exclusivement pendant la prochaine année sur cette thématique-là. Et donc, à la fois, il y avait parmi les options, c'était de collaborer avec les distributeurs qui sont déjà en place, donc avoir comme des intermédiaires, des interlocuteurs ou des responsables qui viseraient à collaborer avec les distributeurs pour augmenter euh, qu'ils listent dans leurs produits des produits régionaux. Il y avait aussi la possibilité de développer des plateformes de distribution et de mutualisation des livraisons. On pense par exemple à Arrivage, mais il y a d'autres types de plateformes qui peuvent exister également. Et puis, la troisième option, c'était aussi de développer les cuisines commerciales, les petits pôles agroalimentaires de proximité ou les petits abattoirs pour venir en soutien à la fois pour le regroupement, la distribution, la livraison, et puis pour avoir des services mutualisés. Pour soutenir les producteurs locaux et les transformateurs qui s'engagent dans la transformation de produits locaux, c'est sûr qu'il faut avoir des projets de soutien à l'approvisionnement. Trois recommandations étaient faites. Renforcer les programmes visant l'achat par des institutions ou des organismes communautaires. Donc, ça peut être autant les CPE, les popotes roulantes, les maisons de retraite, les hôpitaux, les cuisines collectives, mais qui est vraiment des programmes qui incitent à l'achat régional par ces organismes. Mais évidemment, pour que ce soit facilité, il faut qu'il y ait accès à des plateformes de vente et de distribution pour ne pas faire du 1 à 1 avec chaque producteur et productrice. C'est un élément très important. Ensuite, il y avait une autre recommandation, la valorisation des entreprises engagées dans la production et l'achat local. Donc, que ce soit par de l'agrotourisme, que ce soit par des systèmes de certification des entreprises et qu'en contrepartie, ils auraient de la visibilité, de la communication ou un certain nombre de privilèges dans la région. Donc, tout ce qui est la valorisation ou le soutien, des soutiens privilégiés à ces entreprises qui font de la production ou de la transformation de produits locaux. Et une autre piste pour soutenir l'approvisionnement en produits régionaux, c'était les bons d'achat pour les produits locaux, pour les personnes à plus faible revenu. Donc, on connaît la carte proximité qui permet l'achat de produits locaux pour les personnes avec des faibles revenus, pour des produits régionaux. Puis c'est très important dans le contexte inflationniste que vous connaissez et vraiment de bien soutenir si on veut préserver nos terres agricoles et nos producteurs locaux, il faut vraiment les soutenir et mettre en place des dispositifs de façon proactive. Troisième priorité qui a été ressortie, c'était mieux informer sur les services d'accompagnement et les programmes de financement pour les très petites entreprises. Le SAT de la Mauricie, mais comme la plupart des SAT régionaux du Québec, c'est un tissu diversifié de très petites entreprises. Il y a des difficultés pour ces petites entreprises. Il y a vraiment des difficultés d'identifier les programmes, les services de conseil qui sont à leur disposition. C'est des programmes qui évoluent, qui changent.
C'est des programmes aussi qui ont toutes sortes de caractéristiques d'accès. Et puis, c'était véritablement une difficulté pour les acteurs de trouver les programmes auxquels ils pouvaient véritablement correspondre et qui étaient les mieux adaptés pour eux. Donc, il y a toutes sortes déjà d'initiatives qui sont faites pour faciliter cet accès-là. Mais pour les très petites entreprises qui ont encore moins de temps, de ressources ou de disponibilité pour s'engager dans ces initiatives-là, la question d'un guichet unique avait été évoquée ou d'autres initiatives pour les aider. Une autre chose qui était ressortie, c'est que les participants percevaient qu'il y avait plus de financement pour le démarrage de nouvelles activités que pour la consolidation et la croissance des activités déjà en place. Donc, il y avait le souhait véritablement d'être mieux accompagné pour consolider, mais pas seulement de l'accompagnement pour du démarrage. Il y avait aussi des listes de souhaits pour un accompagnement technique et personnalisé, notamment pour l'intégration des nouvelles technologies, que ce soit pour le marketing et la vente, ou que ce soit aussi pour l'automatisation de certaines pratiques. Ça faisait partie des souhaits, mais aussi pour tout ce qui est la gestion des finances et des comptabilités ou la conformité aux normes. Il y avait bon, il y a des détails qui sont donnés dans le rapport, mais il y avait beaucoup d'éléments qui étaient ressortis en lien avec ce sujet-là. Sur la question de l'environnement et des changements climatiques, véritablement, les acteurs ont manifesté beaucoup d'intérêt, d'ouverture et de préoccupation sur cette thématique-là. C'était par contre moins clair comment est-ce qu'ils pouvaient s'y prendre. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui commencent à sortir justement pour accélérer la prise en compte et l'adaptation au changement climatique. Au moment où on a fait ces entretiens, les personnes rapportaient qu'il y avait déjà beaucoup de programmes qui étaient faits pour les pertes et le gaspillage alimentaire et qu'il y avait le souhait de poursuivre cet engagement-là et puis de développer, hein, finalement, de continuer sur cette même route-là. La promotion de la consommation de protéines végétales, ben ça fait partie des pistes aussi. Poursuivre tout ce qui est les enjeux autour du compostage des déchets alimentaires. Quand on faisait les entretiens, c'était au moment de l'implantation des dispositifs de récolte et de compostage des déchets alimentaires. Et puis, il y avait aussi les enjeux d'optimisation du transport alimentaire qui avaient été évoqués. Autre élément, c'était le fait de poursuivre l'engagement dans la réduction du gaspillage et des emballages à usage unique. Donc, il y a déjà des initiatives, mais c'est vraiment de les consolider, de les poursuivre. Donc, les initiatives de glanage, de transformation des produits galanés de catégorie 2, les initiatives d'économie circulaire, tout ce volet-là étaient ressortis comme étant des espaces à investir, qui étaient déjà investis, mais justement à renforcer. Il y avait la question du coût élevé des alternatives aux emballages plastiques, puis les difficultés d'approvisionnement. Donc, toute la question aussi du plastique et de l'emballage plastique, pas seulement dans la restauration, mais plus largement dans toute la chaîne agroalimentaire. C'était un dossier transversal. Le manque de soutien aux épiceries pour les activités de consigne et les aliments en vrac, ça c'était aussi ressorti comme étant un dossier qui pourrait être plus travaillé. Et puis aussi poursuivre la collaboration avec les épiceries et les restaurants pour la transformation et les dons des invendus. Il y avait encore des espaces à investir sur ces thématiques-là. Puis, troisième et dernière priorité qui avait été évoquée, c'était soutenir les pratiques agricoles d'adaptation au changement climatique et agroécologique. Sur les constats, tous les producteurs qu'on rencontrait nous disaient, voyez bien que les conditions météorologiques extrêmes sont plus fréquentes et puis qu'il y avait besoin d'adaptation, puis ils étaient prêts, puis conscients de cette adaptation-là. Mais ce qui était rapporté, c'est que les investissements financiers techniques étaient encore perçus comme étant difficiles à mobiliser. Puis il y avait vraiment toute une gamme d'obstacles de supplémentaires pour l'agriculture biologique. Donc, ça dresse un portrait quand même global de ce qu'on a pu voir. Et puis, il y a vraiment, pour chacune de ces 12 priorités, il y a beaucoup de détails et puis de citations des personnes qu'on a rencontrées pour chacun de ces enjeux-là. Maintenant, les leçons que nous, l'équipe, on a tirées de cette étude, je voulais vous les partager. De façon générale, il y a un manque, vous pourriez avoir plus d'incitatifs pour des structures de gouvernance des SAT à l'échelle régionale et qui soient arrimées et au service des SAT à l'échelle des villes et MRC. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a comme un manque d'incitatifs sur cette thématique-là pour y en avoir davantage. Ça entrave la légitimité, la coordination et la cohérence. Et ces trois éléments sont des facteurs d'impact très forts des SAT. Et donc, ça, c'est un élément qui joue. L'autre élément qui joue, c'est la multiplication des dossiers portés par les villes MRC.
Ça, c'était évident. Dans le milieu de la région, puis je vois plusieurs personnes qui sont des acteurs de terrain de la Mauricie. Ben, peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais vraiment, ce qui était ressorti de façon transversale par toute une gamme d'acteurs, c'était la question de la multiplication des dossiers et de la sursollicitation. Euh, et donc, nous, le constat auquel on est arrivé, c'est il y aurait en tout cas une réflexion à avoir sur cette multiplication des dossiers. Parce que là, on a des acteurs qui travaillent sur la pauvreté, l'école, les personnes aînées, l'alimentation, les familles, les enfants, l'agrotourisme, les changements climatiques, la transition énergétique, etc., 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 etc. Et ça fait une gamme de dossiers. Moi, la réflexion que je me posais à l'issue de ça, et puis c'est une thématique sur laquelle il faudrait approfondir à mon avis, mais c'est la possibilité de regroupement ou de mieux voir les synergies pour cette question-là de la cohérence dans ces différents systèmes qui s'organisent pour justement ne pas sursolliciter les acteurs, maintenir leur enthousiasme et leur disponibilité et, euh, et, euh, finalement contribuer le plus efficacement à mettre en œuvre ces différentes initiatives qui sont toutes complémentaires et qui œuvrent en synergie pour le grand terme qu'on appelle la transition socio-écologique, mais le bien-être à la fois de la planète, des individus pour les temps actuels et pour les temps futurs. Le troisième constat, c'est que les mécanismes d'accélération de la transition du système alimentaire de la Mauricie étaient très bien mentionnés par les acteurs et identifiés. Donc, avoir un leadership politique qui donne de la légitimité, une expertise locale, des personnes dédiées qui portent les dossiers, puis des leviers financiers. Puis que ça, c'était les parties prenantes qu'on rencontrait d'ailleurs, qui pouvaient œuvrer autant sur des enjeux de sécurité alimentaire que sur des enjeux plus agricoles, avaient bien identifié ces sujets-là. L'autre chose, c'est qu'il y a plus précisément en lien avec les changements climatiques, il y avait vraiment une sensibilisation, les gens étaient intéressés, mais il y avait vraiment un besoin de suivi de la mise en œuvre des stratégies d'adaptation. Puis aussi, l'autre chose qu'on a constaté, c'est qu'il y avait moins de familiarité, peut-être parce qu'il y a un côté plus émergent, un petit peu aussi d'ailleurs comme les changements climatiques, moins de familiarité avec les enjeux de justice, d'inclusion, de participation citoyenne et les enjeux de souveraineté alimentaire autochtone. Donc ça fait partie des éléments de réflexion à venir suite à ce travail. Alors maintenant, je vais me taire, je vais fermer la présentation, puis l'idée, ça sera de vous entendre. Merci beaucoup, Laurence. S'il y en a qui ont des questions actuellement, vous pouvez tout simplement lever la main ou ouvrir votre micro puis y aller. Pour l'heure, il n'y a pas de questions. Il y a des sourires, mais pas de questions. Oui, Merci on a Stéphanie Stéphanie. de briser la glace. Oui, ben en fait, ça me prend quelques présentations pour comprendre ou pousser plus loin ma réflexion. Ça fait quelques fois que je t'entends, Laurence. Merci pour la présentation. J'aimerais ça que tu nous parles un peu plus ou j'aimerais ça comprendre un peu mieux la leçon par rapport à la familiarité là, des enjeux d'inclusion, pauvreté, le dernier élément par rapport à la pauvreté, l'inclusion, la justice, là. Je les nomme par rapport à ce que j'ai retenu, c'est pas tout à fait ces énoncés-là qui sont écrits, là, mais qu'est-ce qu'on voulait dire au juste? En fait, dans la littérature scientifique sur les systèmes alimentaires territoriaux, les enjeux d'équité, diversité, inclusion, de réduction des inégalités et les enjeux tous aussi autour du concept de justice sont devenus des concepts centraux. Tout ce qui est aussi les approches décoloniales, les théories antiracistes, en tout cas, on peut les approches féministes aussi, toutes les approches qu'on appelle de justice transformative, c'est devenu comme étant au cœur des préoccupations en tout cas de ce qu'on voit dans la littérature scientifique sur les systèmes alimentaires territoriaux. Et j'ai vu un écart avec ce qui était mentionné par les acteurs. Donc oui, il y a des acteurs qui sont engagés dans les enjeux sociaux, la lutte à la pauvreté, etc. Mais toutes ces thématiques-là et ces nuances-là étaient pas il y avait un écart entre nous, ce qu'on voit dans les littératures comme étant les préoccupations émergentes et puis ce qu'on a pu voir. Mais ceci dit, il y a des nuances à apporter, c'est-à-dire que, et là, principalement en lien avec les personnes rencontrées, par exemple, il y a beaucoup d'organisations qu'on aurait souhaité rencontrer, qui travaillent notamment avec les populations racisées, les populations immigrantes. Donc, il y a vraiment aussi tout un champ qu'on a moins exploré, mais de façon générale, c'était moins présent. C'était un des constats qu'on a vu. Merci. Merci. Vous avez d'autres questions? Vous pouvez... Oui, Riyad.
Oui, bonjour à tous. Merci d'abord pour cette présentation vraiment intéressante. Moi, ma question, c'était plus, je voulais savoir déjà s'il y avait eu des échanges, on va dire, avec les autres systèmes alimentaires qui étaient pensés en fait à l'échelle du Québec, parce que je pensais notamment aux leçons que vous tiriez à la fin avec la question de différentes initiatives qui des fois tirent un peu sur la même direction, ou tirent sur des directions qui peuvent être complémentaires, mais qu'il n'y a pas forcément de coordination en fait entre ces initiatives. Et je pensais par exemple au réseau d'agriculture urbaine à Québec qui était un réseau qui a répondu à ce genre de problématiques. Donc, je me dis, c'est des expériences qui peuvent venir alimenter en fait ce projet. Donc ça, c'était un peu ma question, c'était s'il y avait des échanges avec les autres systèmes alimentaires à l'échelle du Québec. La seconde partie de ma question, enfin, d'autres questions aussi rapidement, c'est le choix des groupes à interroger. Pourquoi ces groupes-là? Comment vous avez choisi ces groupes-là? Et aussi les autres échelles systémiques, c'est-à-dire à échelle agraire, à échelle de la production, à échelle de la culture, parce que là, je vois forcément, on est à l'échelle du système alimentaire, donc beaucoup autour des organisations. Mais c'est ça, je voulais savoir si c'était envisagé d'aller plus à échelle, par exemple, des exploitations agricoles. Merci. Merci à vous, Riyad. Sur la question des échanges, ben, en tout cas, on a envie de développer ça. On sait qu'il y a le Forum SAT, on sait qu'il y a Vivre en Ville, et puis on est en collaboration avec eux. Je pense que j'ai vu d'ailleurs quelqu'un il y a quelques instants qui était du Forum SAT qui était présente, Gabrielle. Donc oui, on collabore. Euh, Ceci dit, nous, on est dans une perspective. Puis il y a aussi une communauté pratique hein, des SAT à laquelle je participe pas, mais qui est animée par Vivre en Ville. Ah ben Gabriel a allumé sa caméra. Bonjour Gabriel. Donc, nous, il y a un regroupement de chercheurs. On vient tout juste d'être démarré et de chercheurs qui s'intéressent aux SAT au Québec. Puis l'idée, c'est véritablement de mieux coordonner les efforts de recherche et comment les efforts de recherche peuvent véritablement mieux répondre aux besoins des différents SAT qui démarrent au Québec. Donc là, c'est comme Forum SAT déjà assure cette coordination-là et cette visibilité-là. Puis nous, sur le côté recherche, en tout cas, on essaye de se pluguer sur ce que fait le Forum SAT pour répondre au mieux aux besoins de connaissances, puis surtout assurer les synergies qu'on ne refasse pas. Donc, on va tous travailler plusieurs fois, parfois sur les mêmes sujets, mais optimiser les synergies dans nos travaux. Puis aussi avoir une réflexion commune et approfondie sur les enjeux de système, les enjeux de transition. Il y a des enjeux complexes et la transition socio-écologique. Puis je pense que on pourrait bénéficier aussi à avoir des espaces de réflexion et d'approfondissement de ces enjeux-là. Donc oui, on le fait. Après, sur les personnes recrutées, les groupes de personnes, ben on s'est basé sur la littérature qu'on a pu identifier sur les différentes parties prenantes. On s'était notamment basé sur les travaux de Ben Hoffman qui, elle, distinguait trois principales catégories de parties prenantes dans un système alimentaire territorialisé. Donc, les citoyens et les citoyennes, qu'elle décrivait comme étant les personnes engagées et qui ont des expériences de vécu direct avec leur système. Il y avait les visionnaires. Les visionnaires, la catégorie des visionnaires, c'était les personnes qui sont des gestionnaires aux différents paliers de gouvernement et les responsables d'organismes communautaires. Et la troisième catégorie de personnes, c'était les entrepreneurs, qui eux sont les pragmatiques. C'est comme ça que cette approche les décrit, les pragmatiques. Et quand vous demandiez aussi pour les entrepreneurs, ben, comment est-ce qu'on a fait nos entretiens, ben, on s'est intéressé aux différentes catégories hein, traditionnelles de la chaîne alimentaire, de la chaîne alimentaire marchande. Donc, on a fait des entretiens avec des entreprises agricoles, on a fait des entretiens avec des transformateurs, avec des restaurateurs, en tout cas. Donc, on a essayé d'aller explorer ça, mais en sachant qu'il y a des volets, des espaces qu'on sait qu'on n'a pas pu documenter euh, et qu'il y aurait encore des finesses à aller rechercher dont on est tout à fait conscient. Donc, à peu près, c'est comme ça qu'on a organisé nos démarches. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre question, Merci, Riyad. Riyad. Renaud, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'ai fait partie des citoyens qui ont été interviewés là, dans le cadre de la démarche. Donc, je vais lire le rapport avec intérêt. Vous avez identifié parmi les stratégies à privilégier
encourager la réduction de la consommation de viande et de produits laitiers. En Mauricie, je suis pas au courant de beaucoup d'initiatives qui visent ce volet-là. Où est-ce qu'on peut commencer à ce sujet-là? Euh, Donnez-nous des pistes. Ben, nous, on a fait une recension des écrits à ce sujet-là, puis on a identifié 6 stratégies qui étaient les plus prometteuses finalement pour promouvoir l'alimentation végétale en le faisant dans le plus grand respect de tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont des amoureux de la viande et qui ont une connexion charnelle, je ne sais pas comment dire. Donc, c'est pour certaines personnes, c'est une transition qui est plus difficile, mais la littérature est extrêmement explicite et sans détour sur le fait que faudra qu'on y passe. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il faut qu'on s'y mette. Et sur le comment s'y mettre, donc première chose, c'était promouvoir l'alimentation végétale dans les écoles, combinée avec des repas avec des aliments locaux pour soutenir les producteurs locaux, et puis des aliments à bas prix. Donc dans les approches système, on est toujours dans les approches avec des intérêts ou des synergies efficaces. Donc l'alimentation dans les écoles, c'est une voie très facile pour promouvoir l'alimentation végétale. Le deuxième voie, c'était les partenariats avec les restaurateurs. Donc le fait de faire comme un programme de certification avec les restaurateurs où, entre guillemets, il y a un carnet de demandes qui propose au moins un aliment, un plat à base de protéines végétales, idéalement à bas coût, et puis et qui favorise les produits locaux et de saison. Et que tous ces programmes qui participent à ça, ils ont une communication, ils ont toutes sortes d'avantages liés à leur adhésion à ce programme-là. Donc ça, c'est une autre option pour promouvoir les formations des cuisiniers et des chefs, parce que pour certains chefs, notamment dans les institutions, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites aussi par l'ITHQ, mais ça, c'était les formations. Et puis après, faire des campagnes de sensibilisation dans la population générale, donc des activités de communication, des événements, des cuisines collectives sur cette thématique-là. Donc après, de faire une sensibilisation avec toutes sortes d'activités en parallèle et de sensibilisation, parce qu'il y a une ouverture, mais c'est souvent aussi un manque de littératie culinaire sur l'alimentation végétale. Donc, créer aussi les conditions pour rendre ça plus facile. Puis l'autre chose que nous, on a pu voir récemment, on a fait des groupes de discussion sur les cuisines collectives en Mauricie, puisque ça, c'était vu comme étant une perspective pour faciliter l'accès à une alimentation saine. Et les personnes ont exprimé un fort intérêt pour l'alimentation végétale parce que c'est à bas coût, parce que c'est sain. Il y a quand même quelque chose qui percole dans le collectif. Et donc, il y avait de l'intérêt de profiter des cuisines collectives pour se familiariser et découvrir comment est-ce qu'on cuisine ça. Parce qu'il y avait vraiment l'expression d'un intérêt, mais qu'il y avait quand même une barrière liée au fait de se familiariser avec ces nouveaux produits. Merci pour toutes les idées. Merci. Merci. Merci, Renaud. Stéphanie, est-ce que vous aviez d'autres questions? Parce que votre micro était ouvert. Excusez-moi, non? OK, c'est bon. Ben, si vous n'avez pas de questions, moi j'en aurais une pour les personnes qui sont ici présentes. Cette question de la sursollicitation et de la multiplication des dossiers des acteurs de terrain, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que ça, c'est une donnée pas molle, mais c'est une donnée transversale. Cette sursollicitation, cette explosion des dossiers. Je sais que ça, c'est une thématique de recherche dans d'autres thématiques, par exemple dans le système de santé ou dans d'autres enjeux de transition, on va dire. Cette question de l'explosion et de la multiplication des dossiers, de la surcharge des acteurs. On sait que ça, c'est une thématique et notamment dans d'autres systèmes, on recommande de retirer ou de fusionner des dossiers pour finalement se concerter sur le nombre de systèmes qui vont être portés. On peut s'arrimer pour ça avec les ODD, donc de se dire, ben, tu sais, il va y avoir le système de la lutte à la pauvreté, il va y avoir le système pour les écoles et les enfants et tout le soutien aux familles, il va y avoir des systèmes, mais de limiter cette explosion-là finalement de sous-dossiers. Et ben, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous, comment est-ce que vous percevez les choses? Je sens comme si Riyad a envie de répondre, mais il se retient. Non, non, pas du tout. Au contraire, ben, je saurais pas répondre sincèrement à ça, mais je pense comprendre l'idée que ce soit par des enjeux qui est cette complémentarité en fait dans les porteurs de dossiers.
Parce que notamment, tout à l'heure, je posais la question sur les groupes à interroger. Je pense qu'il y a la question aussi de la formation, de l'éducation et de la recherche, qui est un groupe d'acteurs qui me semble extrêmement important dans ces systèmes alimentaires et que ce soit autant au niveau de l'éducation agricole, alimentaire ou au niveau des enjeux, par exemple, de durabilité, si on va faire le lien avec les EDD, c'est des acteurs importants. Donc oui, mais je ne saurais pas dire exactement comment ça peut se passer en ce moment. Merci, Riyad. Je vois qu'il y Oui, a... on Ah, a oui. Renaud qui est là. Ben, si personne se lance, moi j'aurais une histoire à partager. Dans le fond, j'ai été chargé de projet pour un projet dans des institutions d'enseignement supérieur, dans les cafétérias, pour afficher l'empreinte carbone dans la dernière année. Puis un message qu'on reçoit de certaines cafétérias, c'est que le service alimentaire est surchargé, notamment par les démarches de promotion de l'alimentation locale. Donc, on a un service alimentaire qui voulait là, implanter le projet, mais qui n'était pas en mesure parce qu'il était déjà surchargé. Donc, peut-être que ça va venir plus tard, mais l'alimentation locale, j'ai l'impression, est très bien soutenue par la stratégie nationale d'achat d'alimentation québécois, la SNAC. Puis quand il y a d'autres initiatives qui sont un peu, qui ne devraient pas être concurrentes finalement, ça devrait être intégré. Mais il y a déjà des équipes, il y a déjà des professionnels, tu sais, qui sont, c'est ça, c'est des équipes qui sont bien financées et tout, qui sont en lien avec les milieux, puis qui ont déjà une relation. Ben, s'intégrer dans cette démarche-là, c'est pas toujours facile. Merci, Renaud. Beaucoup, Oui, Stéphanie? Ben, je dirais, c'est une grande question, là, mais j'aurais tendance à dire que ben, c'est relativement nouveau, en fait, la question de la transition socio-écologique. Fait que les visions par rapport euh, au développement, puis ce qu'on devrait faire ensemble par rapport à cette transition-là, elle est pas claire, elle est nouvelle. Puis c'est pas, on est dans des périodes de grandes crises en même temps, fait que ça crée aussi, je pense, une surcharge, tu sais, à la fois toute une grande crise sociale sur la question des inégalités, euh, des crises et la crise écologique, la crise économique, la montée de l'inflation qui fait que ça crée de la surcharge puis des problématiques partout c'est pour tout le monde en fait. Là, ça augmente les frais de transport, etc. Puis on est aussi à mon avis, on commence une crise par rapport à la main-d'œuvre. On est dans des pyramides inversées populationnelles. Fait que je pense que ça, c'est quand même des éléments sur lesquels ça contribue à la surcharge, dans le fond. Déjà, il y a pas beaucoup de ressources dédiées, puis on est sursollicité par les crises, puis les grands besoins qu'il y a actuellement. Fait que ça, je pense que c'est des enjeux à, à considérer. Puis après ça, ben, c'est vraiment à parfaire la vision, là. Fait que là, ça oblige à faire autrement, moi, je pense, là. Merci, Stéphanie. Euh, du coup, en fait, Laurence, je me posais la question à savoir si peut-être l'appui des organismes communautaires ne pourrait peut-être pas soulager un tant soit peu cette surcharge. Ben, les organismes communautaires sont, je pense, les plus surchargés Effectivement, c'est et ça. les Ouais, plus souffrants parce qu'ils ont des financements difficiles à avoir. Petits, ils font déjà des choses extraordinaires avec peu. Donc, je pense que la voie pour les surcharger, eux, ça serait les financements. On en a déjà souvent parlé avec plusieurs personnes ici, dont Stéphanie, des financements à la mission et pas des financements pour projet parce qu'ils se retrouvent à passer beaucoup de temps à gérer des projets plutôt qu'à justement accomplir une mission. Et ouais. non, non, au contraire, ils sont déjà extrêmement à bout de souffle. Et puis la crise du bénévolat et la crise et le manque de personnel était flagrant et transversal de façon évidente avec toutes les rencontres qu'on a eues. Euh, Ok. oui, Bah, il y a Marianne Julien qui a donné son avis dans le clavardage. oui. Elle dit, je crois qu'il est essentiel de voir comment les pistes de solutions ou la finalité de certaines thématiques transversales peuvent être les moyens à mettre en place. Il faut également reconnaître quand on provoque des doublons et valider le tout en amont.
C'est ça. Puis je me demande d'ailleurs si je suis tout à fait en accord avec ce constat-là. En tout cas, Marianne est une personne extrêmement bien située pour voir ces dynamiques-là. Puis donc nous, c'est aussi ce qu'on avait cru voir que peut-être qu'il y aurait une réflexion à avoir sur les différents systèmes qui sont promus sans brimer la créativité, parce que c'est ça aussi, c'est une période de transition. Il y a de la créativité, des projets, etc. Et en même temps, il y a de la surcharge, donc il y aurait une réflexion à avoir. Il y avait Marianne. Oui, Marianne a la main levée. Marianne, vous pouvez y Oui, aller. oui, bonjour tout le monde. Je vous écoute en marchant, donc de façon active. En fait, tu sais, j'avais une curiosité, Laurence, à savoir si, tu sais, on est dans un contexte de éventuellement de résilience. On a parlé de diminuer, tu sais, peut-être la Mm. consommation de la viande. Tu sais, je me disais, il y a peut-être un examen de conscience à faire où on essaie toujours d'ajouter de nouveaux projets, mais on n'accepte pas de laisser tomber certains projets. Fait que, il y a peut-être tout cet aspect-là aussi de dire, ben, peut-être en vulgarisant mieux les attentes ou comment les partenaires peuvent contribuer selon leur position. C'est pas toujours quelque chose qu'on ajoute, mais bien quelque chose qu'on fait ensemble différemment ou en utilisant un vocable différent. Tu sais, fait que je voulais juste savoir, est-ce que vous avez un peu eu ces pistes de réflexion-là des gens qui ont participé à l'étude ou eux, ils disaient juste on est surchargé, on doit ajouter encore. Tu sais, j'étais juste curieuse de savoir s'il y avait eu des échos là, un peu dans ce sens-là. Oui, tout à fait. On a des personnes qui, même dans les termes exacts, ça a été, si vous voulez nous en rajouter, il faut nous en enlever. C'était ça. C'est-à-dire, nous là, si vous voulez nous en remettre, il y avait vraiment cette insatisfaction de, ben, parce que maintenant, il faut faire les changements climatiques. Bon, c'est pas ça l'exemple de la personne, je me souviens plus. Mais maintenant, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il y a tout le reste qui est encore là. Donc, mais il y avait pas de compréhension fine. C'était pas comme si il y a une stratégie déjà engagée, tout le monde est déjà d'accord sur le constat. Et on a déjà identifié quoi faire. C'est comme là, c'est encore en train de gagner en visibilité et en clarté qu'il y a cet enjeu-là. C'est comme s'il est arrivé au départ par la sursollicitation. C'est le constat d'une sursollicitation. Puis que là, peut-être que c'est en voie. Ceci dit, les entretiens qu'on a fait, ça date d'il y a un an. Hein. Donc, tu sais, en un an, les choses dans les organisations peuvent beaucoup évoluer. Euh, mais effectivement, non, c'était pas rendu à une vision claire, à une stratégie claire de comment justement gérer cet enjeu-là, les meilleures approches finalement pour le faire, dans le respect des souhaits et des inclinations finalement de toutes les organisations et les personnes impliquées dans les projets. D'accord, merci beaucoup. Puis, tu sais, des fois, des pistes en lien avec la lutte au changement climatique, tu sais, des fois, c'est de voir comment les partenaires aussi sont déjà contributeurs. Puis, y a-t-il juste un fil supplémentaire qu'on peut ajouter ou une lunette qui fait en sorte que, en tout cas, on se rapproche un peu plus des objectifs du projet à côté, là. Fait qu'en tout cas, moi, je serais très intéressée à poursuivre les échanges s'il y en a d'autres qui sont un peu dans cet esprit-là ou si vous avez dégagé là, certains constats, ça m'intéresse. Ah, Merci. ben, merci beaucoup. Je le retire. Je vous enverrai un courriel pour au moins qu'on soit en contact parce que c'est une préoccupation. En tout cas, c'est un questionnement. Si on veut que ces enjeux-là soient portés efficacement, il y a un nœud là, surtout en période, comme le disait Stéphanie, de pénurie de main-d'œuvre, de difficulté des bénévoles aussi, du vieillissement très important. Nous, ce qu'on a pu voir dans les organismes, un très fort vieillissement des bénévoles, moins d'engagement, d'implication des jeunes dans des activités de bénévolat communautaire. Donc, il n'y aura pas le choix, effectivement, d'avoir d'initier une réflexion là-dessus. Merci. Merci Merci, beaucoup, Marianne. Laurence. Merci, Marianne. Il nous reste 5 minutes, mais on a quand même une question dans le clavardage de Vincent Galarno qui demande Bonjour, Laurence, j'ai la bouche pleine, un très bon sandwich d'une boulangerie locale, mais sans doute avec les produits issus de l'industrie agroalimentaire. Mhm. La question, c'est quelle place pour les grandes entreprises dans la mise en place des SAT? Risque d'appropriation ou levier de transformation? Qu'en pensent les acteurs interrogés en Mauricie? Nous, les acteurs interrogés, on n'a pas interrogé notre bassin finalement sur lequel on s'est concentré, c'est les petites entreprises agroalimentaires et agricoles locales, donc qui avaient plus d'intérêt finalement à s'organiser à un niveau régional, sachant que les grandes entreprises on va dire, se coordonnent plus à des paliers de type provinciaux ou nationaux ou internationaux.
Donc, mais ça serait effectivement une très bonne question. Ça, c'était un dossier, quand je disais qu'il y a des dossiers qu'on n'a pas explorés et qu'il y a des populations ou des groupes de participants qu'on n'avait pas explorés, c'est tout à fait ces groupes-là, cet arrimage-là. Cependant, il y avait quand même en tout cas pour les grandes épiceries, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait de l'ouverture finalement à avoir des produits, à mettre en marché des produits qui sont non listés par leur bannière. Puis ils nous ont expliqué les différentes modalités. Mais effectivement, ça serait une des pistes pour nous de développer ça. Mais si tu as des Merci. suggestions, Vincent, elles sont les bienvenues. Puis d'ailleurs, sur cette question-là, si Gabriel du Forum SAT a aussi des, euh, des réflexions effectivement pour l'inclusion, parce que nous, dans toutes les études qu'on a vues, hein, on a vu que ces grandes entreprises sont aussi celles qui sont moins enclins à participer à ces gouvernances d'échelle régionale. Donc, effectivement, c'est des questions qui se posent. Merci Laurence. Il nous reste 3 minutes pour terminer ce midi causerie. Peut-être une dernière question, si, si une personne veut se lancer. Mais moi, j'aurais peut-être le souhait d'entendre Gabrielle du Forum SAT, parce que elle a l'application de toutes les régions, de tous les systèmes alimentaires de toutes les régions du Québec. Donc, peut-être si tu le mets en perspective avec tout ce que tu as entendu par ailleurs, c'est quoi les réflexions qui te viennent? Ben, premièrement, c'est un super travail que vous avez fait là. J'ai commencé à le lire, mais il y en a beaucoup à lire. Fait que, mais c'est super intéressant. Puis je trouve que les réflexions, des leviers, puis en tout cas, je trouvais les réflexions dans le portrait super pertinentes. Parce que souvent, on va faire une liste des problèmes, puis on va s'arrêter là. Mais je pense que c'est correct de voir c'est quoi la prochaine étape. Euh, Puis c'est ça, je me demande après, en Mauricie, ça va être quoi les prochaines étapes, mais je pense que c'est les acteurs du terrain qui vont comme s'approprier votre travail puis ils vont prendre ça. Pour la question de Vincent, ben je pense qu'il sait qu'on n'a toujours pas la réponse au Forum SAT sur c'est quoi la place des grosses industries parce que les circuits courts, c'est ce que le Forum SAT met de l'avant comme initiative. Ça se place un peu comme euh, une solution face au système alimentaire conventionnel. Euh, donc, on est encore en train de voir comment les inclure parce qu'on veut qu'ils en fassent partie, mais je pense qu'il faut être solide avant de regarder ça. Puis voilà, puis partout au Québec, il y a plein de choses qui se passent depuis le dernier forum. Ça a comme éclaté, fait que c'est super le fun de voir ce qui se passe. Puis je pense que la mort ici rayonne aussi là-dedans. Fait que je suis bien. Merci pour cette présentation-là. On va essayer de la mettre de l'avant au forum. Merci beaucoup, Gabriel. Merci Gabriel. Je pense que Vincent a laissé un commentaire, Laurence. Je crois que certaines entreprises, y compris en dehors du secteur bioalimentaire, peuvent être des partenaires intéressants si la vision du SAT les rejoint. Pensons également que certaines entreprises d'envergure sont de nature coopérative et sont contributives au SAT. Par exemple, la coop Nutrinor au SAT, par exemple, ou bien, oui, la coop Nutrinor au Saguenay. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait une toute dernière question pour la dernière minute du Midi Causerie? Non, oui, non. Bah, en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à vous, en fait, pour le temps que vous avez consacré à ce Midi Causerie. Puis, nous avons ajouté dans le clavardage un lien qui vous permet de vous abonner à notre infolette parce que nous avons un colloque annuel qui s'en vient, un colloque de l'Institut EDS, où nous allons peut-être aussi réaborder ce sujet sous un autre angle. Je vous mets au défi de vous abonner puis de découvrir la surprise qu'on vous réserve à ce colloque le 28 mars 2024. Ce sera en hybride, donc vous pourrez aussi suivre ce colloque en ligne comme en présentiel à l'Université Laval. Puis il y a d'autres activités, des petites surprises qu'on vous réserve. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci pour le temps. Puis je vous souhaite un bon midi. En tout cas, pour ceux qui ont déjà déjeuné, bah, Merci beaucoup, Edem, et merci beaucoup, Christian, pour l'organisation. merci à tous. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye, au revoir tout le monde. Merci.